Si ça marche, on a le droit de se soigner avec. C'est la philosophie du docteur Reliquet, auteur de Chroniques de médecine contestataire. Je pense librement, donc je soigne mieux. Tout dans la médecine du docteur Reliquet est à l'opposé du rapport d'Abraham Flexner, vous savez, pour qui ne vaut que la médecine issue de la recherche biochimique, des dérivés du pétrole, dans la droite ligne, vous savez, des Rockefeller et Carnegie. Et depuis, rien n'a changé, bien au contraire. Vincent Reliquet pense tout à fait autrement et fait la promotion de tout ce qui marche, qu'il a pu expérimenter avec ses patients. Les vitamines C, D, l'iode, l'eau de mer, l'eau de Quinton, l'argent colloïdal, les armoises, se soigner par le froid, le chaud, la musique, le bonheur, j'en passe. Il met en garde aussi contre les certitudes sur le cholestérol, les psychotropes, le paracétamol, les mammographies, le taux de PSA, etc. La médecine fondée sur les preuves, ça n'existe pas. On se retrouve avec le docteur Vincent Reliquet tout de suite après cela. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, et ça, c'est la revue de l'été, Géopolitique Profonde. Je rappelle, toujours une semaine de gratuité, version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière, avec beaucoup d'articles, évidemment, des auteurs que vous aimez. Je crois même qu'il y a Alain Soral, c'est pas que je crois, j'en suis sûr, en septembre. Et puis sinon, Sylvain Ferreira, évidemment, et d'autres auteurs particulièrement appréciés. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre avec cette semaine de gratuité. Sinon, la boutique est ouverte. La boutique, ce sont les t-shirts, vous savez, les fameux t-shirts. Non, Macron, je n'irai pas en Ukraine. Non, Klaus, je ne mangerai pas d'insectes. Les sweats, les bonnets, bon, même si c'est pas encore de saison, les casquettes, et puis les mugs. Les mugs, il y a le générique, évidemment, GPTV, mais vous avez aussi les autres, il ne faut pas avoir peur. Et puis Montjoie-Saint-Denis à Bas-la-Macronie. Voilà. Je me tourne tout de suite vers mon invité, qui n'est autre que le docteur Vincent Reliquet. Bonjour, docteur. Merci de me recevoir, c'est très aimable à vous. Eh ben, c'est la première fois que je vous reçois dans ces studios. Je suis étonné qu'il n'y ait pas quelques petits insectes à déguster. Oui, en friture. Pendant l'interview. Absolument. Eh ben non. Ou alors le kit de survie, tiens, pour la guerre en Ukraine. On l'a toujours pas reçu. On devait l'avoir cet été. On l'aura normalement à l'automne. On verra. Eh bien, écoutez, oui, je suis très heureux de vous voir et de vous avoir parce que ça fait des années, entre autres sur le Covid, évidemment, à partir de 2020, j'ai pu profiter de vos expertises, de vos réseaux aussi, puisque vous êtes sur des réseaux de médecins, vous n'êtes pas le seul, et c'est tant mieux d'ailleurs parce que c'est déjà extrêmement courageux ce que vous faites. Finalement, ça fait combien de temps que vous faites de la médecine contestataire, de la médecine, on pourrait presque dire alternative? Écoutez, la médecine contestataire, c'est venu de la rencontre avec des chercheurs, avec Michel Delorgeril en 2014-2015, qui a débouché tout naturellement vers la création d'une association internationale qui s'appelle l'EMSIB, qui cherche à justement moraliser les pratiques médicales, avec un espoir, c'est d'abord de démontrer que certaines pratiques sont totalement insupportables dans des pays développés, et puis derrière, qu'il y a des alternatives tout à fait possibles, crédibles et très efficaces. Donc les deux pendants m'ont fait me réintéresser à mon métier d'une manière différente. J'étais absolument très content de pouvoir me rendre service, puisqu'à chaque fois que j'apprends quelque chose, j'ai l'impression d'être un meilleur médecin ou un moins mauvais médecin. Vous avez, à l'origine, vous étiez médecin généraliste? J'ai été médecin urgentiste pendant tout le début de ma carrière.
C'est un métier qui s'accorde mal avec la vie de famille, qui s'accorde mal avec la prise d'âge, parce qu'on se met à mal dormir, on récupère mal d'une garde. Donc, j'ai fait une quinzaine d'années de médecine générale, ce qui m'a intéressé jusqu'à un certain point. Et aujourd'hui, je ne m'occupe que des soins à apporter aux gens qui ont des hernies discales, de l'arthrose segmentaire, et puis évidemment, du fait de mes livres, maintenant j'ai beaucoup de gens qui viennent se faire améliorer leur statut micronutritionnel, qui est souvent pathologique, et ils s'en sortent en général très contents. Alors, on vous connaît pour être quelqu'un qui pensait aux bienfaits de l'eau de Quinton. Enfin, c'était, je dirais qu'à chaque fois qu'on allait regarder un petit peu qui était le docteur Reliquet sur Internet, on retrouvait Eau de Quinton, le pouvoir de l'iode aussi. D'ailleurs, vous avez, ce serait intéressant qu'on puisse voir vos différents ouvrages, justement. Les pouvoirs de l'iode, il est à l'écran. Réhabilitons, cet oligo-élément essentiel à la bonne santé. Donc ça, c'est quelque chose que vous développez comme médication depuis un moment déjà. Alors, les sérums de Quinton, il faut comprendre que moi, je me suis soigné avec. Dans les années 2012-2013, j'ai été promis à une chirurgie extrêmement délabrante du rachis lombaire et j'ai réussi en 6 séances de perfusion lombaire, de sérum marin, à aller courir. Donc, si vous voulez, l'histoire est très simple. J'ai d'abord rien inventé parce que tout le XXe siècle a été constellé d'utilisation régulière et discontinue de sérum marin, pas toujours pour les mêmes choses. Le début du XXe siècle a été une époque extrêmement riche dans l'utilisation en tant qu'antiseptique. Donc on traitait le choléra chez l'enfant. Tout près d'ici, il y avait des dispensaires Quinton pour les enfants atteints du choléra à Paris entre 1904 et 1918. Ça a été un moment de grande utilisation des sérums marins en thérapeutique anti-infectieuse. Et puis sont apparus après les remplissages vasculaires. C'est-à-dire que on pense que les armées ont utilisé les sérums marins pour remplir les blessés hémorragiques. D'accord. Et enfin, dans les années probablement 60, on a vu se développer vraiment l'utilisation en rhumatologie dans le traitement de la hernie discale et dans le traitement de l'arthrose. Mais il faut savoir que les premiers écrits démontrant l'utilité des sérums marins dans la hernie discale, c'est 1907. On a des bouquins qui sont publiés en français, que j'ai évidemment eu beaucoup de mal à trouver, mais que j'ai, et qui démontrent qu'ils étaient très contents, dans les hôpitaux parisiens, de pouvoir enfin trouver quelque chose dans le traitement de la sciatique. Voilà, qu'on n'appelait pas hernie discale, mais sciatique, on comprend très bien ce qui se passe. Oui, on comprend très bien ce qui se passe. On a l'impression qu'à cette époque, je parlais en introduction du rapport Flexner, on va y venir, que ce soit l'homéopathie, que ce soit justement ces différents traitements dont on va parler, c'était libre. C'était libre et ça marchait bien. Donc c'est d'autant plus incroyable. Alors évidemment, il faut faire de la place aux thérapeutiques innovantes. Et c'est toute la logique de l'évolution humaine. Mais il est totalement absurde de vouloir faire une croix sur les produits qui marchent bien, dès lors que pendant 50 ans, 100 ans, on a eu des résultats impeccables. Voilà. Alors, à chaque fois, quand on dit « Ah oui, ce produit marche bien, mais a des effets indésirables terribles », évidemment, on peut être amené à abandonner le produit. Mais qu'est-ce que vous voulez abandonner? Les sérums marins, il n'y a aucun effet indésirable. Je fais des produits marins injectables depuis 15 ans et je n'ai jamais eu un seul effet indésirable de ma vie. Même pas une infection cutanée. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, je suis extraordinairement poursuivi par le Conseil national de l'ordre des médecins qui, aujourd'hui, veut instruire 3 plaintes contre moi. À chaque fois que je prends la parole sur les sérums marins, on me dit que je contreviens à l'idée que je devrais pas parler de techniques non éprouvées. Mais je ne peux pas supporter une idée pareille. C'est éprouvé depuis plus longtemps que le Doliprane. Alors donc, moi je veux bien qu'on vienne me dire que j'invente ma médecine, mais encore une fois, elle est écrite, elle est publiée, les livres on les a, les retours historiques qui sont présents, tout est disponible, tous ces documents sont parfaitement accessibles à tout le monde. Donc qu'on vienne pas me dire que j'invente des choses qui n'existent pas, c'est intolérable.
Alors c'est pareil avec, par exemple, je crois que c'est consécutif au rapport Flexner, vous aviez une molécule particulièrement qui fonctionnait très bien, qu'on obtenait, je crois, entre autres, au travers les noyaux d'abricot. Ah voilà, oui. Et puis, donc ça avait des effets tout à fait remarquables. Et puis un jour, on a décrété, alors on a cherché, il a fallu, on dit toujours quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Donc il a fallu une étude, 2 études, 3 études pour dire non, finalement, ça ne fonctionne pas, voire même c'est dangereux. Alors ça, j'ai retrouvé cette histoire du laétril en fouillant dans les documents américains. C'est une histoire qui a embrasé toute la communauté médicale, mais aussi toute la presse, pendant quasiment 40 ans. C'était à quelle époque alors? C'est les années 1940-1980. D'accord. L'histoire commence au début très très bien. Un chercheur découvre des tribus qui consommaient des fèves de noyaux d'abricots en purée, et il s'apercevait que ces gens-là n'avaient quasiment pas de cancer et une survie qui était quand même très supérieure aux tribus d'à côté qui n'avaient pas de consommation de noyaux d'abricots. Une multitude de centenaires et pas de cancer. Et pas de cancer. Bon, alors lui ramène ça aux États-Unis, fait une communication, puis derrière, ça embraye très vite aux États-Unis dans les années 50. Les gens ont cherché à essayer de comprendre ce qu'il y avait dans le noyau d'abricot. Il y a du laétril, c'est ce qu'on a appelé à une époque l'amygdaline ou la vitamine B17, et des résultats in vitro et chez l'animal sont apparus très très vite comme incroyablement positifs. Alors après, il se passe 2 choses. Donc ça c'est pas bien, ça, que ce soit positif. C'est pas bien. Alors du coup, il faut savoir que dans ces années-là, le passage à l'homme, il se fait tout de suite. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut réunir un certain nombre de personnes et d'accords pour pouvoir passer sur une phase 1 humaine ou 2 humaines, 3 humaines. Mais là, ça s'est fait très naturellement. Et puis on a eu des résultats absolument excellents chez l'homme aussi, mais tellement excellents que des cliniques entières se sont ouvertes aux États-Unis, jusqu'à ce que, évidemment, ça se sache. Alors du coup, il s'est passé des trucs un peu bizarres. Le produit a été interdit sur la pression des industriels. Depuis le rapport Flexner de 1910, c'est arrivé très très vite. Et les industriels avaient déjà une puissance considérable pour arrêter ces produits. Donc ces produits ont été retirés du marché américain, et puis ça a été donné à réévaluer au Sloat Institute aux États-Unis, qui a retrouvé qui a refait les mêmes conclusions. Les conclusions étaient identiques. Les souris ne mouraient pas. Oui. Les souris étaient plutôt en meilleure santé qu'au départ. Et puis certaines guérissaient. Donc il n'y avait pas de doute. Bon. Et puis à la fin, on s'est aperçu que les données du Sloan Kettering Institute ont été falsifiées pour donner des résultats négatifs au bout de la 3e série d'expériences. Parce que la première et la deuxième, c'était parfaitement réussi. Mais la première et la deuxième n'a pas donné lieu à la rédaction d'un article scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à bloquer les résultats pour que, justement, on puisse enfin dire, après avoir trafiqué les études américaines, que ce produit ne marchait pas. Que ça servait à rien. Et puis et encore mieux ensuite, c'est-à-dire qu'en plus c'est dangereux. Alors après, on a dit que c'était toxique. C'est-à-dire qu'on a dit que les gens qui consommeraient des quantités, même pas des quantités, ils ont dit ce produit est toxique, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et puis comme de toute façon, personne n'a fait une étude de pharmacovigilance correcte ou de pharmacotoxicité correcte sur le laétril, on n'a jamais su quelle était la dose toxique. Mais c'est vrai, on ne peut pas utiliser le noyau d'abricot n'importe comment, à n'importe quelle dose, c'est toxique. Mais il y a un effet dose. Et en médecine, on sait parfaitement utiliser des produits toxiques dès lors qu'on passe en dessous de la zone toxique. Je veux dire, tous les produits qui sont globalement actifs ont un seuil, une marge thérapeutique qu'on essaye d'avoir la plus large possible. Et puis après, il y a la zone toxique.